Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à ce journal. Au sommaire, clôture ce mercredi à Benio-Nord-Kivu du Forum provincial pour la paix. Ces assises de 3 jours ont permis aux acteurs politiques de ce coin de réfléchir sur la problématique des ADF MTM qui continuent à faire des victimes dans ce coin du pays. Après des détonations d'armes lourdes à Uvira au sud Kivu, un calme précaire y règne. Pendant ce temps, la société civile souligne que des déplacements massifs de la population vers d'autres agglomérations ont été observés. Au Lalaba, 9 de 10 prévenus poursuivis pour viol collectif ont été condamnés à mort et le mineur renvoyé devant son juge naturel. Le tribunal de grande instance de Kolwezi a rendu son verdict. Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. C'est ce mercredi que s'est clôturé à Benio-Nord-Kivu le Forum provincial pour la paix qui a spécialement tourné sur la problématique des ADF MTM. Plusieurs présentations ont marqué ce dernier jour, dont celle de Omar Kavota, président du Centre d'études pour la paix et les droits de l'homme, qui est spécialement revenu sur les statistiques des victimes des ADF. Suivez. C'est un forum qui a permis, nous l'espérons, de répondre à l'attente de l'autorité. Cette attente qui voudrait que les opinions des uns et des autres sur l'identité de l'ennemi soient à convergence. C'est-à-dire, c'est faire une opinion commune sur l'ennemi qui est l'ADF et amener l'ensemble des parties prenantes, à savoir les acteurs étatiques et non étatiques, y compris par acteurs étatiques, les forces vives, à accompagner les efforts de la pacification. Dans une synergie agissante, dans une approche globale ou intégrée, afin de lutter contre le terrorisme dans cette zone. Dans les recherches que nous avons réalisées, depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour, comme nous l'avions indiqué dans notre présentation, nous avons mentionné au moins 12 750 civils qui ont été massacrés et au moins 3 196 civils kidnappés. S'agissant de blessés, nous avons mentionné au moins 2577 blessés. Ça, c'est sur le plan humain. Et toujours sur ce plan humain, nous pouvons mentionner le fait qu'il y ait plus ou moins 600 000 ménages déplacés. Nous pensons que c'est effarant et ça mérite que nous puissions réellement arrêter les drames. Mais au-delà de ce bilan humain, nous avons aussi mentionné quelques statistiques sur le plan matériel et infrastructurel. Nous avons réalisé au cours de nos recherches, dans l'intervalle, au moins 55 structures médicales.
La mission conjointe d'évaluation exploratoire MONUSCO-CIRGL en appui au suivi du cessez-le-feu a clôturé sa mission de 2 jours à Uvira, au Sud Kivu. Cette mission a échangé avec le gouverneur de province, le maire de la ville d'Uvira, les commandants de la 33e région militaire ainsi que les représentants de toutes les couches de la population. Suivez. Cette mission conjointe d'évaluation en prélude au déploiement futur de mécanismes conjoints de suivi du cessez-le-feu composé d'au moins 7 membres est arrivée dans la ville d'Uvira l'avant-midi de mardi 24 février. Elle a été accueillie à la frontière congolo-burundaise par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité et du bureau de l'Assemblée provinciale. Était présent également le maire intérimaire de la ville d'Uvira, Kifara Kapenda Kiki, aussi quelques membres du comité local de sécurité de la ville. D'après Marc Karnasoro, administrateur général des affaires politiques de la MONUSCO, leur mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de vérification du cessez-le-feu signé à Doha et Washington. Ce mercredi, la mission a poursuivi des échanges dans l'auditorium de la femme à la mairie avec des représentants de différentes couches de la population. Cela après avoir échangé à la veille avec le chef de l'exécutif provincial et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu à Kavimvira. Les journalistes, les acteurs de la société civile, les confessions religieuses ainsi que la jeunesse ont été les derniers à échanger avec la délégation qui clôture sa mission ce mercredi par une visite à l'ancienne base de la MONUSCO située à Rutemba, au nord, à l'entrée de la ville. Cette visite intervient alors que les autorités provinciales signalent la présence des éléments AFC M23 à Sangé, à plus au moins une vingtaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Jean-Berkiman Seloulacha, Uvira pour Digital Congo. Un calme précaire s'observe à la cité de Roubaïa après des détonations d'armes lourdes ainsi que le bombardement de la cité dans la nuit de mardi 24 février 2026. La société civile de ce coin souligne tout de même que des déplacements massifs de la population ont été observés vers d'autres agglomérations plus sûres. Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile, nous explique le fait. Il est joint au téléphone par Fiston Issemouami. En fait, la dynamique de la cité minière de Roubaïa est à comprendre sous 2 dimensions actuellement. La première dimension, c'est Roubaïa, 3 jours avant la bombe qui fait l'actualité à ces jours, et Roubaïa après la bombe, ou après cette bombe faisant la une de l'actualité. Et en cela, il faudra retenir que Roubaïa, dans les 72 heures avant, était un épicentre d'accueil de plusieurs milliers de déplacés venant de plusieurs entités du secteur de Katoy et de la chefferie de Baoundé, lesquels fuyaient déjà les atrocités ou les affrontements qui s'enregistraient sur cette partie de la République. Et après la bombe, il faut noter que certainement la population a été surprise par les détonations de bombes dans les premières heures matinales de la journée d'hier. Certainement, cela a secoué la population. Cela a essayé, de faire à ce que la population se réveille dans un état de psychose à outrance, jusqu'à se remettre petit à petit. Plus tard, pendant la journée d'hier, nous pouvons préciser que Roubaïa traverse un calme relatif, mais un calme qui ne rassure pas, parce que les affrontements peuvent reprendre à tout moment. Parlant de détails de cette bombe faisant la une, pour la population n'attend aussi que de précisions auprès des services spécialisés. Et le tribunal de grande instance de Kolwezi dans la province du Lualaba a rendu son verdict sur le sort des prévenus accusés pour viol collectif. 9 de ceux prévenus ont écopé de la peine de mort et le mineur, lui, a été renvoyé devant son juge naturel. Reportage.
Une audience foraine s'est tenue à la grande place de la Poste en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, du premier président de la Cour d'appel du Lualaba, du procureur général, ainsi que de la population venue assister à ces procès publics. 10 prévenus étaient poursuivis pour viol collectif sur la nommée Kayumba Nsenga Deborah et pour association des malfaiteurs. Les faits ont été commis le 28 décembre 2025 du côté bypass. Des images relatives à ces faits ont circulé sur les réseaux sociaux. Les tribunaux des grandes instances de Kolwezi statuant en procédure de flagrance en matière pénale après instruction des dossiers réquisitoires du ministère public a rendu son jugement sur les bancs le lundi 23 février 2026. 9 des 10 prévenus ont été déclarés coupables d'association des malfaiteurs et viol collectif commis sur la victime, tandis que l'un de ces derniers a été déféré devant son juge naturel pour cause des minorités d'âge. En conséquence, ils ont été condamnés à la peine de mort et au paiement des dommages et intérêts en faveur de la victime en réparation du préjudice subi. Dit établir en fait comme endroit l'infraction d'association de malfaiteurs à la mise à charge des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kaminkot, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbui Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras et Belesi Kasanga Gosmi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Dit établir en fait comme endroit l'infraction de viol mise à charge des prévenus si haut et identifiés. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit recevable et fonder l'action civile. En conséquence, les condamne à payer une solidium à la victime Kayumba Nsenga Deborah à titre de dommages et intérêts, la somme équivalente en francs congolais de 20 000 $ américains pour tout préjudice subi. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal. En conséquence, le tribunal le condamne à la plus forte peine, soit celle de mort. Ordonne leur arrestation immédiate. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, présent à cette audience en flagrance, a indiqué que ces procès constituent un signal destiné à décourager de tels actes, lesquels ont été condamnés par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Nous sommes très choqués, le gouvernement provincial ainsi que notre gouverneur de province, Maman Fifi, de vivre des choses inouïes que nous avons vécues ici avec ces jeunes gens. Il est de bonne loi que nous puissions hausser les tons et donner l'exemple à tous ceux qui suivront ces procès pour que ces genres de bêtises ne se répètent plus. Cette audience foraine en flagrance s'est tenue quelques jours après la présentation des 10 prévenus à la gouverneure Fifi Masuka Saini par les services de sécurité. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé la cérémonie marquant l'introduction du vaccin antipaludique dans le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme. Elle témoigne de la volonté des autorités provinciales de lutter contre la mortalité infantile tout en matérialisant la couverture santé universelle telle que prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. L'hôpital général des références Mwengeji a vibré au rythme du lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le calendrier vaccinal des enfants au Lualaba le mardi 24 février 2026. Une cérémonie présidée par l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi en présence de plusieurs personnalités venues de tous les horizons, notamment le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya Chingambo, le président du réseau des parlementaires pour la vaccination, Archimède Kabeya Kalassa, et des partenaires techniques et financiers. Le chef de division provinciale de la santé a salué cette initiative visant à réduire le taux de mortalité dû au paludisme chez les enfants des 0 à 23 mois.
Le représentant des partenaires de la santé publique a souligné que cette campagne vaccinale constitue un engagement fort pour la protection de nos communautés tout en réaffirmant leur détermination à accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts. Notre appui portera sur le renforcement des capacités, l'appui logistique, la génération de la demande et engagement communautaire, le suivi, évaluation ainsi que l'assurance qualité. La gouverneure Masuka Sainififi a appelé toutes les couches sociales à s'approprier cette vision sanitaire, rappelant qu'un enfant en bonne santé est une bénédiction pour la province. Elle a par la même occasion rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision axée sur la protection sociale et la couverture santé universelle. Je rends un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son leadership éclairé et sa vision résolument tournée vers la protection sociale et la couverture sanitaire universelle. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement central, au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible cette avancée majeure. Au personnel médical et paramédical, je veux vous dire un grand merci. J'en parle à la mobilisation de tous, leaders communautaires, chefs religieux, organisations de la société civile, médias. Ensemble, faisons en sorte qu'aucun enfant du Lualaba ne soit privé de cette protection. En lançant officiellement ces vaccins antipaludiques, nous affirmons notre détermination à bâtir un Lualaba plus fort, plus résilient et plus solidaire. La cérémonie s'est poursuivie par l'administration symbolique du vaccin et la présentation de quelques doses aux invités. Il s'est dénoté que ce vaccin sera administré en 4 doses conformément au protocole établi. La vaccination est gratuite, a martelé la chef de l'exécutif. Le Parlement des jeunes de la province de Lualaba a tenu sa plénière inaugurale à l'Assemblée provinciale du Maniema, marquant ainsi le lancement de ses activités institutionnelles. Cette première étape consacre une étape majeure dans l'implication des jeunes dans la vie publique avec l'ambition de promouvoir une gouvernance responsable, inclusive et participative. Le reportage est signé Yvonne Amouri et Jean-Émile Senga. C'est une nouvelle ère, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la jeunesse du Maniema. Aussitôt installé, le Parlement des jeunes a tenu sa toute première séance plénière au sein de l'Assemblée provinciale, marquant ainsi le lancement officiel de ses activités institutionnelles. Créée en novembre 2023 sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse, cette structure ambitionne de favoriser l'implication des jeunes dans la vie politique et citoyenne en les formant à une gouvernance responsable et participative. Cette cérémonie a été marquée par 2 moments forts, dont l'installation officielle de membres du bureau et la prestation des serments des jeunes parlementaires. Présent à cette activité, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Kibungi Mutanga Junior, a salué l'initiative. Bernard Bouchiri, président du Parlement des jeunes, a martelé sur la nécessité de bâtir une institution inclusive capable de représenter toutes les couches sociales de la province. C'était une plénière inaugurale du Parlement des jeunes, c'est-à-dire au Maniema. C'était la plénière d'installation du bureau, c'était également la plénière des prestations des serments. Selon les us et coutumes parlementaires, tout parlementaire est obligé de prêter serment chaque année. Et c'était ça également l'objectif de cette plénière. Il y avait également l'installation des membres du bureau par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Maniema. C'est une institution qui aide les jeunes à les émanciper, à les préparer dans une vie politique active, mais aussi à faire le suivi et le monitoring des pouvoirs publics et de toute intervention privée qui est orientée vers les jeunes, mais aussi présenter la situation annuelle de la jeunesse. À travers cette première plénière, le Parlement des jeunes du Maniema se positionne désormais comme un cadre d'expression, de formation et de participation active, offrant à la jeunesse une voix dans la construction de l'avenir de la province du Maniema et de la nation. Compétitivité de produits made in DRC sur les internationaux et nationaux.
Avec le renforcement de la protection des consommateurs, le ministre du Commerce extérieur consolide l'apport des innovations pour booster le secteur du commerce extérieur. L'Office congolais de contrôle OCC bénéficie désormais de l'expertise de la société Videreil Technologies à travers le système national informatisé de certification aux normes NCD. Ce système qui intègre le CR code et le commande en ligne des estampilles a été présenté au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaondia par les experts de cette société. Obed Kambale pour les détails. Compétitivité des produits made in DRC sur les marchés régionaux, mondiaux et nationaux avec le renforcement de la protection des consommateurs. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaondia, consolide l'apport des innovations pour booster le secteur du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. L'Office congolais de contrôle OCC, qui a la mission de contrôler la qualité et la conformité de tout ce qui entre et sort de la République démocratique du Congo, bénéficie désormais de l'expertise de la société Videreil Technologies qui vient de mettre en place le système national informatisé de certification aux normes NCD. Ce système qui intègre les QR codes et la commande en ligne des estampilles a plusieurs avantages pour les consommateurs, dont la garantie de la qualité et de la sécurité des produits, la confiance accrue dans les biens achetés, et pour les opérateurs économiques, la simplification des démarches administratives, la réduction des délais écoulés à la certification et l'accès facile aux marchés nationaux et internationaux, mais aussi la promotion des produits Made in DRC certifiés, a indiqué Hans Miziminsibu, NCD Manager de Videreil Technologies. C'était au cours d'une séance technique de présentation de ce système national informatisé de certification aux normes SND. Au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaondia, entouré des experts de ce ministère, qui a eu lieu ce mercredi 25 février 2026 à Kinshasa, en présence du directeur général de cette société, Patrick Mfweni. C'est un système qui a été mis en place pour essayer de digitaliser le processus de certification des produits, des systèmes de management et des personnes. On prend en charge le processus de bout en bout de la certification des produits. Nous avons résolu un sérieux problème qui se pose actuellement en RDC, où la population est victime de la consommation de certains produits qui ne sont pas bons à la consommation. Mais grâce à ces systèmes-là, avec l'OCC, nous arrivons à prendre en charge toutes les demandes de certification émises par les ACGC. Au nom du gouvernement congolais, les ministres du Commerce extérieur ont encouragé les secteurs publics et privés de s'approprier cette réforme qui permet désormais aux opérateurs économiques d'obtenir le certificat de conformité de leurs marchandises dans un délai de moins d'une semaine. L'organisation non gouvernementale congolaise, Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, plaide pour la création du pôle national de collaboration sur une justice climatique en République démocratique du Congo. Fiston Issemouami nous en parle. Organisé pour 2 jours, soit du 24 au 25 février 2026 à Kinshasa, cette toute première réunion de réflexion sur le processus de création du pôle national de collaboration sur la justice climatique a une importance capitale. Elle constitue une valeur ajoutée en matière sous examen, nous a révélé Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte congolaise pour l'environnement et le droit de l'homme, ACDH en sigle. Dialoguer, cadre de concertation, faire accéder au public l'information, accéder à la justice, mais aussi plaider pour des réformes juridiques et institutionnelles, pour des politiques meilleures et des vies meilleures. Les participants à ces assises se sont estimés satisfaits des échanges. Ces derniers restent positifs quant à la matérialisation de ce projet qui sera mis au profit de la population congolaise. C'était un honneur de participer à ces 2 jours de réflexion. Il y a un pôle qui a été mis en place et nous pensons que ce pôle-là va permettre à ce que les communautés riveraines, les communautés locales, les peuples autochtones puissent bénéficier de tous les services écosystémiques
personne à l'époque ne s'est posé la question comment survivent ces communautés. Gabriel Yuma, ayant représenté à ses assises le secrétaire général à l'environnement et développement durable et nouvelle économie du climat, a reconnu que le gouvernement a un rôle important à jouer dans le cadre de la création de ce pôle national de collaboration sur la justice climatique. Effectivement, nous allons nous approprier des résolutions et des qui de droit, nous allons les soumettre afin que demain ou après-demain, et voir dans quelle mesure on doit mettre en pratique ça pour la population. Après une réflexion objective, systématique et organisée, ces défenseurs et militants pour la justice climatique vont poursuivre leur démarche à tous les niveaux pour que ce pôle national de collaboration sur la justice climatique en RDC soit mis en application pour le bien-être des communautés riveraines et locales ainsi que pour le peuple autochtone. Ouverture ce mercredi à Kinshasa de l'atelier de développement de l'offre de formation et mise en place d'un centre interuniversitaire de formation en gestion des risques environnementaux et sociaux en RDC. Ces assises de 3 jours organisées par le programme d'investissement pour les forêts et la restauration des savanes PIFORES, appuyé par la Banque mondiale, ont été lancées par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. C'est un reportage signé Cathy Bandoula et Josué Mazoua. Après une enquête initiale conduite auprès des acteurs sélectionnés parmi les partenaires internationaux dans les secteurs publics, secteur privé, société civile, enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi, il ressort que la formation universitaire en gestion environnementale et sociale présente d'importantes insuffisances, des lacunes techniques chez les diplômés ainsi que de faiblesses institutionnelles. C'est sur base de ces résultats que le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES entend améliorer la protection et la gestion des ressources forestières par la promotion de bonnes pratiques environnementales et sociales. D'où la tenue de cet atelier de développement de l'offre de formation qui explore également les possibilités de mettre en place un centre interuniversitaire de formation en gestion des risques environnementaux et sociaux, SIGRES en sigle. La nécessité de disposer de capacités nationales robustes en gestion des risques environnementaux et sociaux n'est plus une option, mais une urgence pour garantir un développement durable. C'est pour répondre à cet impératif que le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES, à travers sa sous-composante 1 et 3, s'est fixé pour objectif le renforcement des capacités institutionnelles. Il vise spécifiquement à appuyer le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, ses agences affiliées et les autres entités compétentes dans les domaines cruciaux. Une fois mis en place, ces centres viseraient à mutualiser les forces d'un réseau d'universités nationales pour offrir des cursus, des formations continues, des travaux de recherche appliqués, des services d'expertise au bénéfice du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Le président de la Fondation ICIFOA, également président de la Chambre du commerce, d'industrie et de services, a évoqué mercredi au cours d'une conférence de presse à son siège à la Gombe, à Kinshasa, son projet dénommé Proxy Pene Pene, évalué à 50 millions de dollars américains. Il concerne la modernisation du circuit de distribution et de la structuration d'un écosystème marchand capable d'impacter des milliers de femmes commerçantes congolaises. Reportage signé Bonitsale. Il faut savoir que le projet est un projet. Pour Jean-Robert ICIFOA, l'ambition de Proxys Pene Pene est de structurer et moderniser le commerce de proximité, favoriser l'inclusion financière de la femme, créer des emplois massifs, irriguer durablement l'économie nationale par un réseau de distribution formel. Je vais répondre précisément à votre question. Le projet Proxy Marché n'est pas seulement dirigé en faveur des femmes commerçantes de la Chambre de commerce et d'industrie et de services que nous dirigeons. Je viens de le dire, ce projet structurant
est un projet à caractère national. Dans la ville de Kinshasa, il y a plusieurs structures qui conduisent les mamans, qui encadrent et accompagnent les femmes commerçantes. Nous travaillerons avec ces organismes pour les associer dans la réalisation, la mise en œuvre, le moment venu, du projet Proxy Marché Péné-Péné. Ça ne concerne pas exclusivement que les femmes commerçantes qui sont membres de la Chambre de commerce. Pour qu'un projet aussi structurant voit le jour et déploie tout son potentiel, pense-t-il, il doit être accompagné par les autorités publiques de la RDC et les organismes internationaux présents dans notre pays. Moi, je pense que, honnêtement, autour de 50 millions de dollars, on peut déjà commencer et avancer, évoluer progressivement pour atteindre peut-être un montant de 100 et pourquoi pas 200 millions de dollars. Plus on va développer ce projet, plus on va donner du travail aux Congolais. Plus on va développer ce projet, plus on va faciliter le travail des femmes commerçantes. Et on va terminer par l'actualité hors de nos frontières au Mexique. La mort de Nemesio Ceguera, chef du redouté cartel Jalisco, lors d'une opération militaire à Tapalpa, a suscité une vive tension à travers le pays. Selon plusieurs observateurs, la situation risque de compromettre la bonne tenue de la Coupe du Monde. Le commentaire est signé Abel Koundé. À moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, le climat sécuritaire se dégrade davantage au Mexique, l'un des 3 pays organisateurs. La mort du chef du gang le plus puissant de ce pays du continent américain, Nemesio Ceguera alias El Mencho, le 22 février dernier, a ouvert la voie à une vague de violence dans plusieurs États, ravivant les inquiétudes quant à la tenue de matchs prévus dans le pays. Selon plusieurs sources sécuritaires, l'assassinat du chef du cartel lors d'une opération militaire à Tapalpa, dans l'ouest du pays, a déclenché une série de représailles violentes. En l'espace de 3 jours, plusieurs régions ont été paralysées par des attaques coordonnées menées par de groupes armés. Routes bloquées par des véhicules incendiés, stations-service de prise pour cible, banques et commerces attaqués. Les sicarios, ces tueurs à gages au service des cartels, ont imposé un climat de peur, notamment dans l'état de Jalisco. Guadalajara, sa capitale, qui doit accueillir 4 matchs du mondial, dont celui de la République démocratique du Congo, s'est retrouvée au cœur de cette crise sécuritaire. Le bilan humain fait état d'au moins 25 membres de la garde nationale, un agent de sécurité, un civil et 46 membres présumés du CJNG tués en seulement 3 jours d'affrontement. Sur place, les conséquences sont immédiates. À Guadalajara, les activités sont fortement perturbées, événements annulés, tribunaux fermés, déplacements limités. Une paralysie partielle qui alimente le doute quant à la capacité du pays à garantir la sécurité d'un événement sportif d'ampleur mondiale. Dans ce contexte étendu, le monde du football commence lui aussi à subir les répercussions de cette instabilité. Plusieurs rencontres des championnats nationaux, tant féminins que masculins, ont été reportées ces derniers jours. Si un match amical entre le Mexique et l'Islande devrait finalement se tenir à Querétaro, la situation actuelle pourrait sans doute conduire à un report. Pour les autorités mexicaines, l'enjeu est désormais double: rétablir l'ordre face à la menace des cartels et rassurer la communauté internationale à l'approche de la Coupe du Monde. Car au-delà du sport, l'image du pays constitue aussi un enjeu majeur pour les autorités et les habitants. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci pour votre attention. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.